Donc, mes chers collègues, mes chers collègues, nous poursuivons cet après-midi les travaux de notre commission d'enquête par l'audition de Madame Laure Lechertier, directrice de l'accès au marché des affaires publiques et de la RSE du laboratoire UPSA. Je vous remercie, Madame la directrice, de vous être mobilisée pour cette audition. UPSA constitue un élément historique de l'industrie pharmaceutique française puisque ce laboratoire a été fondé en 1935. Son ancrage sur un territoire, le Lot-et-Garonne, dont il est le premier employeur privé, fait sa force. Je salue le sénateur de l'étape. Beaucoup de Français le connaissent à travers ses produits phares que sont l'aspirine et le Dafalgan et Feralgan, forme sèche de paracétamol, pas l'aspirine bien sûr, mais le Dafalgan et Feralgan, qui a connu des difficultés d'approvisionnement au cours des mois écoulés. Vous pourrez donc nous dire, Madame, dans quelle mesure le laboratoire a été confronté à des tensions ou ruptures d'approvisionnement, directement ou par accroissement de la demande liée à des tensions observées dans d'autres laboratoires et comment il y a fait face. Vous pourrez également nous présenter votre regard sur les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour lutter contre ces pénuries, notamment s'agissant de la constitution de stocks et de la politique de relocalisation de la production de principes actifs, mais aussi de matières premières pour les principes actifs. Pour le dire autrement, cet objectif vous paraît-il réaliste, compte tenu de la différence de coût de la main-d'œuvre et des normes environnementales et liées aux normes environnementales, sans commune mesure entre pays européens et pays asiatiques? Doit-elle nécessairement s'accompagner d'une hausse du prix des médicaments, de certains médicaments? Je rappelle qu'il y a quelques jours, le GEM a demandé une hausse du prix des MITM de moins de 5 €. Enfin, compte tenu de votre activité de l'international, dans quelle mesure pensez-vous que la question des pénuries de médicaments peut-elle trouver une réponse au niveau européen? En tant que producteur, vous paraît-il donc envisageable, par exemple, d'harmoniser les conditionnements pour un même médicament et, j'allais dire, les notices également? Sur l'ensemble de ces sujets, Madame la directrice, je vais vous céder la parole pour un bref propos introductif, j'insiste sur le bref. Puis, Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera une première série de questions. Comme vous l'aurez compris, notre commission d'enquête entend obtenir des réponses étayées à des questions précises. Je précise également que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite, Madame la directrice, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Madame. Je vous remercie et vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, un propos liminaire qui sera court. Vous dire déjà que, comme vous l'avez rappelé, UPSA incarne un ancrage territorial et la défense d'un savoir-faire qui est le fabriqué en France et qui rayonne à l'international. Car il faut bien avoir conscience que UPSA, c'est une entreprise de taille intermédiaire qui fait un chiffre d'affaires de 436 millions d'euros et qui finalement va diffuser ses produits en France. C'est le principal marché avec 150 millions de boîtes qui sont donc distribuées sur le marché français, mais également à l'international avec 100 millions, plus de 100 millions de boîtes qui seront distribuées au niveau international. Donc UPSA a cette grande force en fait d'avoir un ancrage très fort dans le Lot-et-Garonne à Agen, avec 2 sites de production qui sont Guyenne et Gascogne, et 2 sites de distribution, et qui a cette présence à la fois en Europe du Nord, en Europe du Sud, en Europe de l'Est et centrale et en Afrique. Donc on a véritablement chez UPSA, je dirais, une conscience du territoire, et la question qu'on se pose en permanence, c'est l'enjeu territorial, comment on peut grandir avec le territoire, et comment on peut faire grandir le territoire, et on se définit souvent comme une entreprise pollinisatrice, puisque, vous l'avez rappelé, on est à l'origine de beaucoup d'externalités positives, l'emploi, bien évidemment, puisque
on a 1600 collaborateurs chez UPSA, mais qu'on génère aussi un certain nombre d'emplois indirects qui sont de l'ordre de 3500. Donc une vraie responsabilité territoriale d'entreprise et UPSA aussi une responsabilité de garantir une continuité d'accès à nos médicaments. Vous rappeliez effectivement la crise sur le paracétamol qui a eu lieu donc en 2022. Chez UPSA, nous n'avons pas eu de crise. Et je pense que là, on est justement un cas illustrant qui montre comment nous avons fait pour ne pas être dans cette difficulté d'approvisionnement. Nous n'avons pas eu de rupture d'approvisionnement et nous avons été en capacité de répondre à la demande des patients adultes. Et pour l'enfant, j'y reviendrai, nous avons également essayé de pallier les insuffisances qu'il y avait sur le marché. Puisque nous sommes présents sur le marché adulte, nous sommes en revanche très peu présents sur le marché de l'enfant. Donc, nos enjeux aujourd'hui chez UPSA, c'est vraiment l'enjeu du fabriqué en France, du maintien des sites industriels en France, de la façon aussi de collaborer sur un territoire avec l'ensemble de l'écosystème pour faire vivre une entreprise, pour garder une attractivité. Et finalement, une industrie qui est performante sur son territoire, c'est une industrie qui va à la fois innover, et chez nous, nous innovons sur tous les process technologiques, mais c'est aussi de pouvoir avoir des talents, de pouvoir former, de pouvoir recruter sur le territoire, et c'est pouvoir aussi garantir une autonomie stratégique. Et je pense que UPSA garantit cette autonomie stratégique à la France et a justement une capacité de production stratégique pour la France qu'elle a démontrée lors de la crise récente, puisque nous avons été en première ligne, mais encore une fois, nous n'avons pas eu ces ruptures d'approvisionnement. Et je pourrais revenir sur les causes et pourquoi nous n'avons pas eu ces ruptures. Notre grande force, c'est justement cette agilité au niveau de la production, puisqu'on est capable d'organiser nos cycles de production de façon très rapide, de les modifier en fonction de la demande. C'est également notre source d'approvisionnement, puisque sur le paracétamol, nous nous approvisionnions essentiellement aux États-Unis et en Chine. Donc on avait cette capacité d'avoir 65% de notre approvisionnement aux États-Unis. On a également notre force, ce sont les hommes et les femmes d'UPSA, qui sont des collaborateurs particulièrement engagés, qui ont le trèfle au cœur, parce que UPSA, c'est une histoire humaine avant tout. Je vous disais, c'est une ETI, hein, on est vraiment à une échelle très intermédiaire dans le paysage pharmaceutique, et ce sont des hommes et des femmes engagés qui se sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et qui ont permis justement de garantir aux patients une continuité d'accès à ces médicaments. Ce médicament, hein, vous citiez Dafalgan et Feralgan, effectivement, nous avons 2 des 3 les marques les plus connues en France sur le marché, et de garantir cette continuité d'accès pour un médicament qui reste essentiel, car là aussi c'est un point important, le paracétamol, c'est une molécule certes ancienne, qu'on qualifie souvent de médicament mature, mais ce n'est pas parce que c'est un médicament mature que c'est un médicament de seconde zone. C'est un médicament, et l'OMS le dit, essentiel, et la crise Covid l'a bien prouvé, en mettant aussi en exergue des vulnérabilités sur la production du principe actif. Donc pour répondre à votre question sur la question de la relocalisation, puisque vous voyez que chez nous, notre ADN, c'est vraiment le fabriquer en France. On y tient, on y croit, on le démontre chaque jour. Et c'est pourquoi, suite à la crise Covid, on s'est engagé très activement dans le projet de relocalisation, hein, qui a été porté par le président de la République et qui est porté également par France Relance. On s'est engagé donc aux côtés du chimiste Séquence pour justement œuvrer à la relocalisation de ce principe actif en France et remonter d'un cran dans la chaîne de valeur. Puisque vous l'avez bien compris, nous produisons nos médicaments donc à Agen à partir du moment où on reçoit le principe actif paracétamol.
mais que se pose la question de remonter d'un cran dans cette chaîne de valeur pour gagner en autonomie et en indépendance sanitaire. Et c'est pourquoi ce projet, qui nous semble tout à fait emblématique, a recueilli notre totale adhésion. Et nous y investissons. Voilà, des moyens extrêmement importants, puisque nous participons à la mise en service de cette unité. Et nous nous engageons également sur des volumes jusqu'en 2029. Et donc, si vous voulez, cela répond à une véritable préoccupation chez nous aussi, qui est de dire qu'il faut sécuriser, bien évidemment, l'approvisionnement en principes actifs, et qu'il faut essayer de le sécuriser en œuvrant aussi pour une filière intégrée qui soit d'un point de vue environnemental responsable. Pardon. Et c'est un point important parce que ça participe aussi de notre démarche de responsabilité sociétale d'entreprise. Donc oui, on est partie prenante, on est un acteur clé de ce projet de relocalisation et on pense que c'est une réponse importante à la question de la vulnérabilité aujourd'hui au niveau des médicaments. Et pour clore, et après je vous laisserai poser toutes les questions, bien évidemment le corollaire de cette relocalisation de principes actifs en France, c'est en tout cas une visibilité un peu meilleure sur les prix et sur la stabilité des prix. Puisque, et je pense qu'on vous l'a souvent dit, aujourd'hui, la politique de prix sur les médicaments matures, c'est une politique de tassement de prix, donc au fil des années, c'est-à-dire c'est une logique extrêmement comptable qui vise à dire qu'on va réduire le prix de ces médicaments qui sont anciens pour justement financer l'innovation. Donc ça, c'est le raisonnement actuel. On voit bien que ce raisonnement, il est à bout de souffle, il atteint ses limites, puisque ces molécules matures, eh bien, on en a besoin, et que justement, avec ce type de raisonnement, ça a pu conduire à la délocalisation de la production des principes actifs hors de France. Donc à partir du moment où on va réinternaliser les principes actifs en France, il est sûr que les coûts de production eh bien, vont être impactés et qu'il faut que les conditions économiques soient viables du coup pour les fabricants de médicaments tels qu'UPSA. Et que sur un prix de paracétamol, alors je vous donne juste un exemple, le prix d'une boîte de paracétamol, prix fabricant hors taxe aujourd'hui, c'est 76 centimes. C'est-à-dire que nous la vendons 76 centimes. Donc on voit bien qu'on est quasiment à l'os et que ce ne serait pas raisonnable de baisser encore plus le prix de ce prix fabricant hors taxe. Et par conséquent, à partir du moment où on va s'approvisionner en France, il serait légitime de répercuter, en tout cas, sur le prix fabricant, eh bien, le coût supplémentaire de cette matière première. Donc, nous appelons en tout cas à une politique de prix qui soit juste, pour laquelle on ait de la visibilité et qui reconnaisse aussi la place des produits matures, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup pour les médicaments innovants, avec une politique qui a permis de faciliter l'accès. On a fait beaucoup pour la politique des génériques, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a une troisième voie avec la politique des produits matures, qui sont des produits où on pourrait revaloriser leur prix en repensant leur valeur qui est réelle pour la santé des Français. Merci beaucoup. Je passe la parole à Laurence Cohen, rapporteure. Oui, merci Madame Le Chertier pour vos propos très, très clairs et très synthétiques. Donc, vous avez dit que vous n'aviez pas vécu de rupture d'approvisionnement, hein, j'ai bien entendu. Mais en fait, est-ce que vous avez été confronté à un accroissement inattendu, on va dire, de la demande, compte tenu je parle de certains médicaments, justement, en raison de tensions ou de ruptures chez un certain nombre de vos concurrents? Ça, c'est ma première question.
La deuxième question, c'est peut-être approfondir un petit peu les pistes que vous avez ouvertes concernant la sécurisation de vos chaînes d'approvisionnement. J'ai bien entendu que vous étiez, vos équipes étaient vraiment sur le pont 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, je voulais savoir si justement cette mobilisation a permis de créer de nouveaux emplois pour justement permettre aussi de meilleures conditions de travail pour tout un chacun. Ça, c'est donc ma deuxième question. Ma troisième question, c'est l'existence de shortliners et d'exportations parallèles. Est-ce que ça vous paraît un vrai problème, puisque c'est effectivement c'est ce qui apparaît comme étant un vrai problème, mais en tout cas, quelle est votre analyse et dans quelle mesure vous-même vous êtes affecté par ce phénomène? Ensuite, vous avez parlé de la fixation des prix des médicaments. Nous avons, au niveau de nos auditions, beaucoup entendu et partageons le fait que le prix des médicaments est opaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de transparence sur le prix des médicaments. Là, vous nous avez donné en fait ce que coûte une boîte de paracétamol, mais en réalité, il nous semblerait intéressant pour le public, pour tout un chacun, d'en fait de mieux mesurer que la fixation de ce prix du médicament prend en compte les normes environnementales et sociales. Parce que s'il y a eu délocalisation, en fait, il y a eu délocalisation par rapport à ce que vous avez dit, mais aussi parce que c'était plus pratique, la pratique n'est pas le mot exact, mais plus confortable d'aller dans des pays où les normes environnementales et sociales étaient moins exigeantes. Donc, si des entreprises font l'effort de relocaliser en France, il ne faut pas qu'elles soient après en concurrence avec des produits qui sont ailleurs et dont les normes sont moins exigeantes. Donc, ces normes-là devant rentrer en ligne de compte. Le service rendu, bien évidemment, en termes médicaux. La réelle part de ce que coûte, le coût réel de la production. Et enfin, la marge tout à fait normale, le bénéfice qui peut être tiré par l'entreprise, puisque chaque peine mérite salaire, quoi. Donc voilà, mais que tout ça soit transparent, et ce qui rendrait d'ailleurs confiance, je pense, à nos concitoyennes et à nos concitoyens. Donc, quel regard vous portez au niveau de cette notion de transparence des prix des médicaments? Vous avez, sur les politiques de régulation des dépenses du médicament, toujours en France, on nous a parlé dans un certain nombre de nos auditions de la clause de sauvegarde qui prend une place de plus en plus importante et qui, suivant nos interlocuteurs, est critiquée pour notamment son caractère indifférencié. Donc, quel est votre regard et comment, par rapport à ça, y compris, vous pensez, vous jugez pouvoir faire évoluer ce système sans qu'il puisse y avoir une explosion des dépenses qui seraient incontrôlées. Enfin, quelles sont, selon vous, les conditions à mettre en place pour instituer vraiment la souveraineté sanitaire? Vous en avez un petit peu parlé, mais peut-être en approfondissant les pistes que vous avez ouvertes. Par exemple, quand vous nous dites que vous investissez au niveau du projet de relocalisation, notamment sur les principes actifs. Nous avons eu l'occasion, donc, avec la présidente, d'aller sur le site d'EuroAPI. C'était une expérience d'ailleurs extrêmement intéressante. Mais donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la teneur de votre projet et à quel moment vous pensez qu'il va être opérationnel, hein, c'est-à-dire dans combien de temps nous pourrons, au niveau de la France, en bénéficier. Et voilà.
j'ai abordé les questions qui me semblaient principales et après mes collègues. Alors, je me suis. Heureusement que j'ai. Non, mais il y avait aussi EuroAPI qui avait donc le principe actif. Et il y a aussi Séquence qui s'engage sur une unité de production. Voilà, pour être tout à fait complète. Les deux. Donc, la parole est à vous, enfin la présidente qui va vous la donner, ou pas. Oui. Donc, à vous, Madame la directrice, pour une réponse à ces premières questions. Tout à fait. Merci, Madame la rapporteure. Alors, pour votre première question concernant l'accroissement de la demande, effectivement, nous avons nous-mêmes observé une augmentation de cette demande parce que, comme vous le savez, il y avait aussi une situation épidémiologique avec une triple épidémie, à la fois Covid, grippe et bronchiolite, qui a conduit à une augmentation de la demande des patients. Et si vous reprenez nos chiffres sur l'année donc 2022, nous avons produit à peu près 350 millions de boîtes sur notre usine d'Agen, donc une augmentation significative au regard de l'année 2021. Donc, accroissement de la demande, mais capacité, encore une fois, à y répondre parce que 1500 collaborateurs, on a également recruté, bien évidemment, puisque, si vous voulez, on est aujourd'hui dans un moment assez décisif de notre histoire. On est dans un plan de transformation stratégique. Donc, on se développe beaucoup et ce développement, il doit aussi pouvoir servir, je dirais, l'emploi sur le territoire. Donc, on a également recruté. On est également face à toutes les difficultés que connaissent les entreprises aujourd'hui sur les difficultés de recrutement et des métiers qui peuvent être aussi en tension. Donc ça peut aussi nous toucher. Donc on a un certain nombre de postes qui sont toujours ouverts au recrutement. Mais on est bien dans cette dynamique-là et cette croissance nous permet aussi d'avoir plus d'emplois sur le site. Concernant votre question sur les shortliners, nous ne sommes pas du tout concernés en fait par cette question, donc on n'a pas, on n'est pas impacté par ce type de préoccupation. Sur la question de la fixation des prix de médicaments, vous qualifiez ce processus d'opaque. Alors, ce processus, en fait, on connaît les règles, parce que les règles, elles sont quand même assez précises et dictées de façon précise dans un accord cadre aussi entre le LEM et le CEPS. Sur les produits matures, ce que je vous disais, c'est-à-dire que ce sont des réflexes finalement très comptables, de dire quelle est l'ancienneté de la molécule, depuis quand le prix est stable. Voilà. Donc avec une logique de baisse de prix et de tassement de prix au fil des années. Et ça semble assez délétère, je dirais, puisque finalement, ces produits matures, ils ont une vraie fonction en santé. Ils conservent un service médical rendu important. Si je prends le cas de nos spécialités d'Afalgan et Feralgan, elles ont toujours une place dans la stratégie thérapeutique. Elles rendent toujours un service important aux patients sur la qualité de vie des patients, qu'ils soient chroniques ou aigus. Et ça reste quand même des molécules essentielles. Donc, on voit bien que cette logique de raisonnement, elle ne tient pas, surtout si on veut maintenir sur le territoire français des sites de production. Parce que des sites de production, c'est des savoir-faire technologiques, c'est aussi des investissements pour être toujours à la pointe de la technologie. Et ces investissements-là, il y a un moment, ils se répercutent forcément dans le coût de production. Donc, je souscris pleinement à ce que vous dites sur le fait que la tarification du médicament, elle ne doit pas se limiter à cette approche comptable d'ancienneté d'une molécule qui la discrédite en plus dans la pharmacopée, alors qu'en fait, elle a une place réelle et une valeur en santé. Et qu'on devrait, dans la tarification, prendre en compte d'autres critères. Il y avait eu l'empreinte territoriale, que vous-même, vous aviez voté pour la LFSS 2022, mais vous avez fait comme nous le constat que ça a été très long
la mise en œuvre de cette disposition que nous trouvions excellente. Et Gérard Larcher est venu sur notre site UPSA à l'automne dernier et on a pu lui faire part justement de cette difficulté de non-exécution d'une disposition législative. Donc heureusement, les choses se sont débloquées cette année et l'empreinte territoriale va être prise en compte dans la tarification, mais reste quand même à savoir précisément les critères qui vont être pris en compte. Donc oui, bien évidemment, toutes ces externalités positives d'une entreprise sur son territoire devraient se refléter dans le prix. Et vous abordez aussi une question qui nous est très chère, nous, chez UPSA, qui est la question de la responsabilité sociétale d'entreprise, où à partir du moment où une entreprise fait un effort particulier au niveau environnemental, eh bien cet effort devrait être aussi valorisé dans le prix du médicament. Donc ça devrait aussi être un critère à prendre en compte. Et typiquement, vous voyez, chez nous, chez UPSA, on a mis en place un pacte durable qui, justement, a un engagement très fort sur eh bien, notre site avec un plan de décarbonation et une neutralité carbone sur nos émissions directes à l'horizon 2027, mais également sur nos produits avec une exigence évidemment de possibilités de recyclage et des conceptions des produits. Donc oui, que je dirais, ces efforts d'entreprise vertueuse sur un territoire soient pris en compte dans le prix me semblerait assez logique. Et en tout cas, ça participerait d'un cercle vertueux parce que ça permet après eh bien, d'entretenir cette dynamique en fait, sur un territoire de recrutement, de croissance, de développement d'une entreprise. Sur votre question concernant les politiques de régulation, et là on n'est plus sur un point de fiscalité avec la clause de sauvegarde, effectivement. Très honnêtement, nous pensons que cette clause de sauvegarde, en fait, c'est une fiscalité confiscatoire. Et pourquoi ? Parce que justement, avec nos produits à base de paracétamol, d'Afalgan et Feralgan, nous sommes dans la catégorie des produits matures et que nous ne sommes pas directement responsables du dépassement, en fait, du montant qui est voté annuellement par le Parlement pour les dépenses en matière de médicaments remboursables. Toutefois, nous sommes impactés par la mutualisation et le reversement finalement de ce dépassement. Donc, nous considérons qu'en tant que produit mature, nous sommes pénalisés par ce mécanisme de la clause de sauvegarde et que c'est une pénalité qui est importante puisque, par exemple, nous, chez UPSA, elle a été multipliée par 10. Donc, vous voyez que l'impact, il est quand même extrêmement fort. Donc, une fiscalité confiscatoire à laquelle on pourrait donner une autre réponse si on veut s'inscrire dans cette logique de la souveraineté industrielle, du développement de l'outil industriel sur un territoire. On pourrait très bien imaginer une clause de sauvegarde qui ne s'appuie pas que sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Bon, la croissance, effectivement, est un deuxième paramètre qui a été introduit, mais on pourrait très bien penser à un paramètre qui est la production locale, et qu'à partir du moment où les entreprises produisent localement, eh bien, elles pourraient être exonérées d'une partie de cette clause de sauvegarde, ce qui permet de servir complètement les intérêts politiques aujourd'hui en matière de reconquête industrielle et de souveraineté sanitaire. Cette proposition-là, je sais qu'elle a été discutée l'année dernière dans le cadre de la PLFSS pour 2023. Voilà. Et donc c'est une proposition, en tout cas, qui permet de s'inscrire dans cette logique de la reconquête industrielle. Donc voilà ma réponse pour la clause de sauvegarde, puisque en fait,
La conclusion, c'est quand même que nous devrions tous être égaux devant l'impôt et que finalement, nous ne sommes pas égaux là, devant cet impôt-là, puisque il est mutualisé, il ne prend pas en compte, je dirais, les tendances inhérentes à chaque laboratoire. Alors, pour votre dernière question sur la souveraineté sanitaire et la question de la relocalisation, oui, comme je vous disais, nous sommes très engagés dans ce projet de relocalisation. Nous pensons que c'est une réponse très utile, finalement, à l'autonomie stratégique. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on est dans cette logique d'avoir des sources d'approvisionnement en circuit court, parce que je pense qu'aussi, quand on est dans une logique de développement durable, il faut pouvoir s'approvisionner en circuit court. Or là, typiquement, ce projet de relocalisation du paracétamol nous offre la possibilité de nous approvisionner en circuit court avec une filière intégrée et qui respecte l'environnement, puisqu'il y a beaucoup de choses, et si vous avez visité, il y a beaucoup de choses qui ont été faites justement pour que ce process de production soit très respectueux de l'environnement. Donc, ce sont des initiatives qui doivent être développées. Après, ce dont il faut avoir conscience, c'est que la relocalisation, c'est un temps long. C'est qu'on ne peut pas relocaliser du jour au lendemain. Vous voyez que le projet a commencé en 2021, qu'on aura un premier paracétamol français en 2025. Donc, il y a un temps long, qui est un temps déjà de réhabilitation, là, en conséquence des installations. Et ensuite, on doit aussi bien requalifier le principe actif, etc. Donc, il faut s'inscrire dans ce temps qui est long, mais c'est tout à fait possible. Je pense qu'avec des acteurs engagés, avec des moyens, eh bien, on peut collectivement y réussir. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Je ne sais pas si Madame a des questions complémentaires. Donc, je vais passer la parole pour une seconde série de questions. Une fois que le nom sera écrit. Ah, vous allez pouvoir... Donc, voilà, c'est bon. Donc, Corinne Imbert, d'abord. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame, pour vos propos. J'ai plusieurs petites questions. Dans l'histoire du PSA, est-ce qu'au début de son histoire, la production de paracétamol était dans vos usines déjà et que vous avez délocalisé, ou est-ce que depuis toujours, vous avez acheté le principe actif aux États-Unis ou en Chine? Vous avez évoqué le prix fabricant hors taxe d'une boîte d'Afalgan, enfin de paracétamol. Quel est son prix de revient, si vous pouvez nous le donner? Est-ce que le prix de revient est le même pour une boîte de gélules, pour une boîte de comprimés secs, pour une boîte de comprimés effervescents? Puisque historiquement, le savoir-faire du PSA, c'était l'effervescence, c'était la haute qualité de l'effervescence, et on ne parlait pas d'un comprimé d'aspirine, et donne-moi un UPSA. Voilà, c'était reconnu pour la qualité de l'effervescence sans résidus. Donc un savoir-faire, certes cette technologie date évidemment, mais est-ce que le prix aujourd'hui de revient pour le laboratoire de ces trois formes galéniques est identique ou pas? Et est-ce que le prix de remboursement mériterait que la forme galénique soit mieux prise en compte ou pas? Puisque vous parlez de la revalorisation des produits matures, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il est normal, en clair, que, eh bien, quelle que soit la présentation, le prix de remboursement par assurance maladie est le même? Et une autre question, si vous le permettez, comment avez-vous vécu le contingentement qui vous a été imposé? Vous nous avez dit, nous n'avons pas été en rupture d'approvisionnement, nous avons eu des demandes qui ont augmenté, nous avons été agiles, nous avons pu augmenter notre production, donc nous n'étions pas en situation de rupture d'approvisionnement. Or,
comme le principal laboratoire concurrent, enfin voilà, que nous connaissons et qui a été déjà auditionné par cette commission d'enquête, il vous a été imposé le même contingentement. Comment l'avez-vous vécu? Voilà pour l'instant, je vous remercie. Très bien, merci. Laurence Harribey. Merci Madame la Présidente. Vous parlez donc d'une priorité pour vous et d'un ADN qui est d'ancrage territorial. Est-ce que vous avez eu des financements publics pour accompagner cette territorialisation? Qu'est-ce que ça représente exactement? Et est-ce qu'à votre avis, il faut en tenir compte dans l'évaluation du prix et en tout cas dans l'évaluation du modèle économique? Merci. Laurence Muller-Bronn. Merci Madame la Présidente, merci Madame pour vos explications. Alors, dans le même sens, vous avez parlé tout à l'heure donc de cet investissement prochain auquel vous prenez part. Donc, l'intérêt serait de savoir à quel montant il s'élève et quel est le montant donc, de votre entreprise et le montant de l'investissement public. Vous parlez de circuits courts, de relocalisation, d'entreprises humaines, d'emploi. Donc, ce sont des termes qui, en politique, nous parlent beaucoup, bien sûr, parce que c'est un peu le monde idéal que nous aimerions connaître. Or, on sait bien que vous êtes quand même dans une branche très concurrentielle. Et est-ce que tous ces arguments-là et cette position-là, elle arrive quand même à sauver l'entreprise? Vous parlez de circuits courts et de la relocalisation, mais est-ce que ça va pouvoir vous garantir l'achat chez vous, cette relocalisation? Est-ce que vous avez un engagement pour cela? Parce que la concurrence est rude et aujourd'hui, vous êtes petit par rapport aux grands Big Pharma. Ils peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Ils sont lobbyistes. Ne l'êtes-vous pas? Est-ce que vous avez vos entrées à Bruxelles, etc. Puisqu'aujourd'hui, on vit quand même dans ce monde-là. Et si vous pouviez nous en parler. Merci. Jean-Pierre Moga. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voulais vous parler en premier, vous demander pourquoi vous n'aviez pas connu la pénurie, mais je crois que ce n'est pas la peine que je pose ma question. Vous avez répondu. Par contre, par rapport à ça, ma collègue à côté a un peu évoqué la question, c'est celui des coûts de production. Parce que de temps en temps, je viens chez vous, je suis même venu une nuit, voir les équipes de nuit, comment ça se passait, et j'ai vu qu'effectivement, vous étiez passé d'un système à 2-8 ou à 3-8 à des systèmes, à une organisation où on travaille le dimanche et tout. Et moi qui viens de l'industrie, quand on travaille le dimanche, on a les coûts de production forcément qui augmentent parce que les salaires, et c'est tout à fait normal, ne sont pas les mêmes le dimanche. De plus, je me suis rendu compte qu'au niveau du management et du personnel, je suis passé vers 2 heures du matin à la salle de restaurant du personnel du PSA et j'ai demandé, il y avait des gens, ça ne vous surprendra pas qu'à Lot-et-Garonne, on mange du confit de canard, mais qui étaient en train de manger à 2 heures du matin leur confit de canard. Et je leur dis, ça va, c'est bon. Ils me disent, vous savez, dans cette entreprise, on a beaucoup de chance, parce que la nuit, on a un cuisinier qui nous fait des plats chauds. Donc ça aussi, je pense que ça en coûte. On est allé visiter ensemble d'autres entreprises. Vous avez vu qu'il y a le placard où les gens amènent, ça se fait dans toutes les industries, ce qu'on appelle la gamelle, ils mettent dans le frigo. Et puis après, dans la salle de restaurant, ils mangent chez UPSA. Bon, tout ça, ça a un coût. Vous avez dû, je suppose, puisque vous travaillez le dimanche et tout, est-ce que vous pourriez nous parler? Parce que le prix est resté fixe. Hein, vous touchez toujours la même somme pour la boîte de compliqués, qu'elle soit fabriquée la nuit du dimanche au lundi ou de samedi au dimanche. Nous donner des précisions, ma collègue le demandait, sur vos coûts de production qui ont augmenté sans que vos revenus augmentent, et je pense que c'est quelque chose d'important parce que ça peut montrer aussi que votre staff, vos actionnaires ont accepté peut-être d'avoir, je ne sais pas, vous allez nous le dire, moins de
de bénéfices. Ensuite, j'avais une autre question, puisque je suis Lot-et-Garonnais, je me suis aperçu que vous aviez une communication, alors je ne sais pas si on vous l'a demandé ou quoi, beaucoup plus importante pendant la crise et beaucoup de prises de parole. Alors je ne sais pas si c'est une volonté de votre entreprise, si c'était pour pouvoir peut-être recruter du personnel, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est une de vos volontés ou est-ce que c'est les médias qui sont venus vers vous pour vous demander de prendre la parole plus souvent, que ce soit à la radio ou à la télévision? Et enfin, j'ai été un peu long, dernière question, sur certains médicaments, vous en produisez 2%, 3%, vous avez multiplié votre production par 2. Je suppose que si vous en aviez fait 15% ou 20%, vous auriez peut-être pu aussi multiplier par 2, ça aurait changé la donne. Tout le monde n'a pas pu apparemment le faire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau national, on devrait avoir sur les médicaments, par rapport aux entreprises que l'on a locales, je pense à celles qu'on a aussi pas loin de chez nous, que ce soit à Castres ou à Toulouse ou ailleurs d'ailleurs, est-ce que l'État ne devrait pas veiller à une meilleure répartition des volumes pour qu'en cas de crise comme on a connu, on ait certainement moins de problèmes et comme on dit à la campagne chez nous, ne pas avoir les œufs dans le même panier. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Donc moi je vais ajouter mes quelques questions et puis Madame la rapporteure reprendra juste de façon courte la parole. Moi je rebondis sur les formes galéniques, aussi sur la question des formes pédiatriques. Qu'est-ce qui justifie finalement, hormis évidemment la question des sirops avec le flaconnage, dont on voit bien que c'est un mode de fabrication différent, qu'est-ce qui justifie qu'on ait une rareté des formes pédiatriques? Et donc c'est un peu la même question, c'est est-ce que ça coûte plus cher ou parce qu'il y a moins de commandes, moins de consommation et donc moins de lignes de fabrication finalement, voilà. Et ma deuxième question porte sur la question des relocalisations, parce qu'on parle de relocalisation, mais la chaîne de valeur de fabrication des médicaments, ça va de la chimie, avec même les matières premières comme séquence, en amont même du principe actif jusqu'au conditionnement secondaire. Et est-ce que relocaliser pour vous, quand vous évoquez cette question, vous n'évoquez que la question de la chimie? Parce que c'est un vrai sujet. Parce qu'on a l'impression que le façonnage, on y arrive. Le conditionnement, on y arrive. Et que c'est vraiment la question de la chimie qui, finalement, est le maillon faible de la relocalisation. Et la pierre d'achoppement sur la question des pénuries. C'est-à-dire que... Et est-ce que vous pensez, alors là, ça déborde du cadre de votre entreprise, mais je pense que par votre parcours, vous avez une connaissance assez vaste. En fonction des molécules, enfin des matières premières, un certain nombre ne peuvent pas être fournis ou fabriqués sur le sol français pour des raisons d'origine, enfin d'extraction par exemple, et comment vous imaginez que cette carence peut être palliée, voilà, pour répondre aux pénuries. Mais vraiment la question de la relocalisation, c'est est-ce que parce qu'on remet une usine de fabrication de boîtes, enfin ou de remplissage de boîtes, on considère qu'on a relocalisé? Et puis Laurence Cohen. Oui, juste dans le prolongement, y compris au niveau de la commission d'enquête, on ne pense pas qu'il faille tout relocaliser en France. Ce ne serait pas du tout réaliste. Il y a une coordination à obtenir au niveau européen pour que voilà, les productions, les fabrications, etc. se situent dans la proximité, localement évidemment, mais aussi au niveau européen. Et comme nous sommes dans une commission d'enquête, je veux rectifier ce que j'ai dit au début de mon propos. En fait, quand on parle de paracétamol, c'est pas Euroapi, c'est séquence. Oui, c'est ça. Voilà, donc je préfère être précise pour ne pas, en plus moi en tant que rapporteur, dire quelque chose qui n'était pas exact. Voilà ce qui est fait. Merci beaucoup, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. J'avais bien compris que c'était séquence. Alors,
Pour répondre à votre question sur l'histoire d'UPSA, donc UPSA déjà existe depuis 87 ans, donc vous voyez c'est une entreprise qui est très ancienne et dont l'histoire a commencé justement dans le Lot-et-Garonne à Agen et qui s'est internationalisée. Bien évidemment, nous n'avons jamais produit de paracétamol sur nos sites industriels. Il faut bien comprendre que la production de principes actifs, c'est un métier qui est de la chimie et que nous ne pouvons pas internaliser ce métier. Nous sommes des entreprises pharmaceutiques. Donc, raison pour laquelle on s'approvisionnait auprès de Rhodia et qui a quitté la France en 2008 compte tenu eh bien de la politique de prix qui existait à l'époque. Concernant notre prix fabricant hors taxe, donc qui est de 76 centimes, alors je veux juste attirer votre attention sur ce point parce que si vous allez dans une officine, vous allez acheter votre paracétamol, enfin votre Dafalgan et Feralgan, 2,18 €. Donc il faut bien voir que là, on est sur la rémunération de l'industriel, sur un prix total, donc il y a 76 centimes, et qu'après, vous avez une marge grossiste, une marge pharmacien, un peu de TVA, et également les honoraires de dispensation du pharmacien, qui sont là pour rémunérer un acte pharmaceutique du pharmacien. Donc c'est pour vous montrer la part que ça représente dans le prix final du paracétamol. Concernant notre prix de revient, comment on le calcule? On le calcule eh bien, en prenant le coût des matières premières, le coût des matériaux de conditionnement, auxquels on ajoute ce qu'on appelle les coûts de conversion, c'est-à-dire la main-d'œuvre, tout ce qui est la dépréciation aussi de nos installations et du fonctionnement de nos infrastructures. Donc ça fait notre prix de revient. Mais si je dois vous dire en fait sur la rentabilité aujourd'hui de nos produits, très clairement, ce sont des produits qui n'ont pas un seuil de rentabilité qui est très élevé. Preuve en est que notamment sur la pédiatrie que vous évoquiez tout à l'heure, on est même plutôt à un seuil de rentabilité qui est négatif sur les solutions pédiatriques. Concernant votre question sur le contingentement, alors nous on a toujours encouragé un dialogue très ouvert, bien évidemment avec l'ANSM, avec les différents cabinets ministériels sur la situation que l'on a tous connue, sur le paracétamol adulte. Et j'en conviens, sur l'enfant, il y a eu un vrai souci. Mais je dirais que nous, de ce contingentement, on a beaucoup communiqué auprès de la NSM sur l'état de nos stocks en officine, mais également dans nos usines, donc en montrant qu'on avait la capacité de répondre à la demande, en tout cas en ce qui concernait les formes adultes. Après, on s'est conformé aux décisions de la NSM, qui prend aussi ses décisions dans un but, je dirais, de protection de la santé publique. Et à noter aussi que sur les formes pédiatriques, puisque c'est une question qui est abordée aussi après, nous ne pouvions pas pallier les insuffisances qui existaient sur le marché, puisque je vous ai expliqué, on a à peu près 5% du marché. Ça nous aurait demandé, on a déjà doublé notre capacité de production sur la pédiatrie, donc ce qui est quand même énorme, et en fait ce qu'on a fait et ce qu'on a proposé à la NSM et au cabinet de Roland Lescure, c'est de réorienter une partie des doses pédiatriques qui étaient destinées à l'export pour le marché français. Et donc on a réorienté 1 million de doses qui étaient destinées à l'export pour la France. Et on l'a fait, si vous voulez, dans un geste totalement responsable et je dirais pour l'intérêt général, parce que sur le marché français, on vend à perte nos solutions pédiatriques, alors qu'à l'export, eh bien là, nos ventes sont rentables. Et ça a été possible parce qu'aussi la NSM nous a permis de le faire,
puisque vous savez, quand on produit pour un pays étranger, c'est avec je dirais des exigences spécifiques, puis ce qu'on disait tout à l'heure, notice, etc. Donc là, on a pu justement réorienter sur le marché français avec une autorisation de l'ANSM. Donc on a aussi très bien travaillé avec l'ANSM sur ce sujet-là pour le bien des enfants. Sur la question de l'ancrage territorial et si on bénéficie de financement public, alors, en fait, il y a plein de possibilités de financement public sur, je dirais, aujourd'hui, sur la modernisation de nos outils industriels, sur la décarbonation aussi de notre outil industriel, notamment via France 2030. Pour l'instant, nous n'en bénéficions pas encore de ce type de subvention, mais je pense que ce type de subvention, en tout cas, oui, permet quand même d'aider le maintien des sites industriels, donc à une réelle utilité, en tout cas incitative, et d'aménagement du territoire. Donc je pense que ce sont de très bonnes dispositions. Et en tout cas qui permettent d'être dans cette logique de continuer à développer l'outil industriel. Parce que nous, chez UPSA, notre souci, c'est ça, c'est de se dire il faut qu'on continue à pouvoir développer cet outil industriel pour développer l'emploi sur le territoire. Alors après, sur la question de l'investissement, et de notre montant d'investissement dans le projet de relocalisation, donc avec le chimiste Séquence, effectivement, c'est un projet France Relance. Alors, moi, je ne peux pas... c'est un peu compliqué, compte tenu des différentes parties prenantes qui sont sur ce projet, de dire quel est notre investissement, mais cet investissement qui est tout à fait significatif. Et comme je vous le disais, c'est à la fois pour contribuer à la remise en installation de cette chaîne de production, mais également pour s'engager sur des volumes. Parce qu'à partir du moment où on a reconstruit un outil de production, il faut être capable d'avoir justement des volumes. Et donc, c'est l'engagement qu'on a aujourd'hui pour avoir du paracétamol français d'ici 2025. Concernant la question sur nous, UPSA, c'est vrai, nous sommes une ETI, donc vraiment dans le paysage, je dirais, des entreprises, voilà, on a une singularité. Donc une ETI, on est une entreprise humaine, en tout cas, on a un credo qui est de placer l'humain au cœur de toutes nos actions, parce qu'on pense que le bien-être et la qualité de vie de nos collaborateurs, c'est une dimension de la réussite, en fait, de l'entreprise. Donc, on est très centré sur ce bien-être et qualité de vie des collaborateurs, parce qu'on sait que des collaborateurs mobilisés, eh bien, c'est ça qui permet aussi d'obtenir de la performance. Et on l'a démontré pendant la crise qu'on a eue, c'est-à-dire que nos collaborateurs mobilisés ont permis de produire plus de 350 millions de boîtes sur les 2 sites de Guyenne et d'Agen. Et après, on pense que, si vous voulez, parce qu'on fait du fabriqué en France, que ça, c'est une force extrêmement importante aujourd'hui, que c'est un levier de différenciation, de pouvoir prouver que la quasi-totalité de nos produits sont fabriqués en France. Et d'être dans cette démarche de développement durable avec des ambitions chiffrées et un processus de certification que l'on souhaite aussi vers une certification Bicorp. Donc après, c'est réussir à convaincre justement sur le fait qu'on est là et qu'on a ces externalités extrêmement positives pour la France et qu'on a cette capacité aussi de rayonner au niveau international.
Pour la question concernant les coûts de production, je ne vais pas y revenir parce que je pense que j'ai beaucoup parlé de ces coûts de production, du prix de revient. Bien évidemment, les coûts de production ont tendance à augmenter. Et je ne vous cache pas qu'avec les années qu'on vient de traverser, 2022-2023, il y a eu aussi une très forte inflation, puisque nous, on a eu 36% sur le paracétamol, on a eu 20% sur les plastiques, 19% sur les cartons, l'aluminium. Donc vous voyez qu'il y a cette inflation qui a été un véritable choc, mais que l'on n'a absolument pas pu répercuter sur nos prix, puisque nos prix étaient régulés. Donc on a dû absorber nous-mêmes ce choc de l'inflation sur 2022 et probablement et sur 2023 également. Donc là aussi, il y a une question, je dirais, en termes de régulation. Comment faire pour que parfois certaines entreprises puissent, même si c'est transitoire, bénéficier d'augmentations de prix pour pouvoir absorber le choc de l'inflation. Juste, Madame Imbert, excusez-moi, je vois que je n'ai pas répondu à votre question sur la différenciation de la tarification en fonction des formes pharmaceutiques. Notre prix de revient, ce que je vous disais, en fait, il est calculé matières premières, matériaux de conditionnement et les coûts de conversion. Donc, bien évidemment, quand on fait de l'effervescence, on utilise des excipients différents, donc ça peut coûter plus cher. Donc, effectivement, nous, adapter des prix en fonction de la forme galénique et, je dirais, de la plus-value apportée par la forme galénique, parce qu'on sait que l'effervescence, c'est une rapidité d'action qui est quand même importante et démontrée cliniquement, ça aurait du sens, bien évidemment, sur les prix. Pour la question, Monsieur Moga, donc oui, sur tout ce qui est nos collaborateurs, le bien-être, la qualité de vie chez nous, je pense que ça, c'est un de nos axes stratégiques hyper importants. Et sur votre question sur la communication, alors il est vrai que pendant la crise qu'on a connue, je dirais que la communication a été assez intensive pour UPSA. Et cette prise de parole, en fait, elle a été rendue possible parce qu'on a eu évidemment beaucoup de sollicitations de médias, mais qu'on était aussi dans une démarche de proactivité. Et notamment, on a diffusé 2 communiqués de presse pour expliquer notre situation. Et en fait, si vous voulez aussi rassurer les Français pour éviter un effet de stockage qui aurait été inapproprié de médicaments dans les armoires à pharmacie et une sorte de syndrome, une peur qui serait infondée. Donc pour nous, on voulait vraiment faire de la pédagogie en disant mais voilà, nous on est là, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème d'approvisionnement, on n'a pas de rupture sur nos produits, on est capable de fournir le marché. Et d'ailleurs, on a été capable de le faire, si vous voulez, en France, mais moi qui m'occupe aussi de tous les autres marchés, Suisse, Belgique, etc., on a aussi été capable de fournir ces marchés. Et en termes de communication, on a aussi, donc, dans ces pays-là, communiqué pour dire qu'il n'y aurait pas de rupture dans tous ces pays-là. Et ça nous tenait vraiment à cœur parce que pour nous, c'est vraiment notre mission première qui est de dire on se doit de garantir un accès continu à nos médicaments aux patients. Donc on voulait le dire, on voulait expliquer aussi pourquoi c'était possible et les conditions qui faisaient que nous n'avions pas de rupture sur Dafalgan et Feralgan. Donc oui, beaucoup de prise de parole, beaucoup de pédagogie aussi sur ce qu'est un site industriel, comment ça fonctionne, comment on peut le mobiliser et comment nous, on a réussi à le mobiliser. Donc c'était une volonté aussi de l'entreprise de s'ouvrir et d'être extrêmement transparente dans son discours, transparente et humaine, honnête, sincère. Donc, et je vous ai dit aussi, sur la pédiatrie, on a été très transparent, disant nous, on ne pourra pas pallier les insuffisances qu'on connaît aujourd'hui sur le marché de la pédiatrie, puisqu'on a une ligne de production des solutions buvables. En revanche, on double notre production, on fait nos meilleurs efforts
et on réoriente une partie de la production, enfin une partie qui était destinée à l'export, en collaborant avec les autorités de santé. Donc après sur votre question, sur la question de la relocalisation, est-ce que c'est que de la relocalisation de principes actifs ou bien la relocalisation de la fabrication? Je pense que ce qui est important, c'est de maintenir les sites industriels aujourd'hui en France qui fabriquent des médicaments. Je vous disais, nous, voilà, c'est 350 millions de boîtes par an. Je pense qu'on a démontré qu'on était un site qui avait une capacité de production stratégique pour le pays. Donc, il faut en tout cas encourager ce maintien des sites. Et après, la vraie question se pose effectivement au niveau de la chimie. Et je souscris à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout réinternaliser en France. C'est pas vu le nombre de molécules. En revanche, faire le travail qui, je crois, est fait actuellement d'identifier les médicaments qui ont un intérêt industriel et sanitaire me semble extrêmement important, justement, pour pouvoir avoir des priorités qui combinent ces deux aspects, à la fois sanitaires et industriels, pour pouvoir justement imaginer des solutions de relocalisation. Et je pense qu'aussi dans la chimie, il faut être prêt à innover. Donc il faut aussi encourager le développement de processus différents, parce qu'on innove aussi en chimie, et voilà, de production à partir peut-être d'autres composants de ces principes actifs. Corinne Imbert, merci. Merci, c'est gentil de me redonner la parole, Madame la Présidente. J'aurais effectivement 2-3 questions complémentaires à vous poser. Alors, je reviens sur le contingentement. J'ai bien compris que vous aviez très bien travaillé avec l'ANSM. Pour autant, est-ce que c'est normal qu'un contingentement soit imposé à un laboratoire qui n'est pas en rupture d'approvisionnement et qui a cette capacité à produire plus, contrairement à d'autres laboratoires pour lesquels, effectivement, il y avait un réel contingentement parce qu'ils n'arrivaient pas à produire. Ça reste une question posée. Moi, je me la pose sur est-ce qu'il y a une équité de traitement on pourrait penser que c'est une équité de traitement, mais d'un autre côté, ça peut être aussi pénalisant d'un laboratoire plus qu'un autre. Mais je vais revenir sur la clause de sauvegarde. Vous nous avez dit que la clause de sauvegarde, la fameuse clause M, avait été multipliée par 10. Est-ce que vous... Alors, si vous n'avez pas les éléments là, je ne vous en voudrais pas, mais si vous pouvez nous les communiquer, ça m'intéresserait. En combien d'années cette clause a été multipliée par 10 ? Depuis qu'elle a été mise en place, c'est une mise en place assez récente. Je ne me souviens pas de l'année, ne m'en veuillez pas, mais voilà, c'est en combien d'années elle a été multipliée par 10 ? Quelle est la part en volume et en pourcentage de votre chiffre d'affaires sur le marché français ? Quelle est en volume et en pourcentage votre part de marché dans l'Union européenne hors France ? Et quelle a été l'évolution de vos ventes depuis la mise en place de la clause de sauvegarde. En clair, vous êtes pénalisé par une fiscalité sur votre chiffre d'affaires des médicaments vendus sur le territoire national. Est-ce que cette fiscalité pénalise l'approvisionnement du marché français ? Émilienne Pomirol, pour terminer. Oui, juste une seule petite question, parce que le tour a été fait. Vous venez d'évoquer la nécessité d'innovation en chimie. Et je voulais savoir quelle était la part de recherche et développement dans votre entreprise. Est-ce que vous avez de la recherche en chimie ou est-ce que vous comptez sur C15, justement, et l'accord que vous avez passé avec les chimistes de C15 pour arriver à avoir une production différente sur le plan chimique? Mais quelle est votre part de R&D là-dedans? Madame la directrice, je vous remercie. Merci. Laurence. Merci. Donc, moi, j'avais posé une question tout à l'heure sur votre présence au niveau des lobbying européens. Quelle est votre position par rapport à vos concurrents? Et je ne me semble pas avoir eu d'informations. En ce qui concerne les parts de vente à l'étranger dont vient de parler ma collègue, là, ce serait très intéressant aussi de les avoir non seulement en pourcentage, mais
en chiffre d'affaires par produit et par pays, pour avoir une idée des quantités. Merci. On reste dans le cadre de la pénurie de médicaments, quand même, je précise. Voilà, je vous laisse répondre. Très bien. Alors, pour la première question sur le contingentement, je comprends tout à fait que vous posiez la question sur l'équité de traitement. Après, voilà, nous, on est une entreprise responsable et on se conforme aux décisions des autorités de santé. Donc, on n'a pas à les commenter, elles sont ce qu'elles sont. Nous, on a discuté en amont avec la production de nos chiffres, de nos stocks qui étaient largement suffisants. Après, il y a un arbitrage qui est fait et on s'y conforme. Sur la clause de sauvegarde, en fait, ce que je vous disais, c'est depuis le déclenchement de cette clause, en fait, donc c'est en 3 ans, cette clause est multipliée par 10. Donc c'est quand même... Non, c'est 2019, si je compare sur 2020 à 2022, en fait. Donc, ouais, on est vraiment... Parce qu'avant, la clause ne s'est pas déclenchée. Oui, donc la clause, en fait, vous avez raison. Elle a été décidée, on vient de vérifier, en 2012, en fait. La clause existe depuis 1999. En fait, la contribution, la clause de sauvegarde, c'est un mécanisme très particulier qui existe depuis 1999, mais effectivement qui ne s'est pas déclenché. Mais là, comme il y a une croissance importante du marché, compte tenu aussi, on ne peut que s'en réjouir, des médicaments innovants, l'enveloppe qui est votée par le Parlement des 24,5 milliards n'est pas suffisante pour absorber cette innovation. Donc, comme elle est dépassée, cette enveloppe, il y a forcément, du coup, une mutualisation. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire aussi sur cette clause, c'est revoir le montant voté annuellement par le Parlement pour les dépenses de médicaments et d'essayer d'y intégrer cette formidable dynamique de l'innovation. Je pense que ce serait quelque chose qui éviterait aussi de pénaliser l'ensemble des laboratoires. Sur la question du chimiste et la part de recherche et développement, encore une fois, nous, notre métier, c'est la pharmacie. Donc, on fait vraiment de la fabrication et conditionnement de médicaments. Après, sur la question des principes actifs, oui, on encourage vivement nos fournisseurs de principes actifs à être dans une logique de recherche, de développement et d'ailleurs, aussi, d'envisager des processus qui soient, d'un point de vue environnemental, bien meilleurs. Donc, on a aussi des chartes précises sur ces exigences-là. Donc, je dirais que la balle est dans le camp des chimistes sur la recherche et développement. Sur la dernière question, alors, oui, pour vous donner tous les chiffres, moi, j'ai aucun problème à vous donner tous nos chiffres, la répartition entre la France et l'export, puisque je vous disais, on fait à peu près 436 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc 350 millions de boîtes, 43% des volumes qui partent à l'export, et je pourrais vous donner, je ne vais pas vous égrener là précisément en fonction des zones, etc. Mais au niveau de l'export, voilà, c'est à peu près 50-50 sur le chiffre d'affaires, donc... on est à 230 millions sur la France et 210 millions sur l'export. Donc voilà, donc pour nous, l'export est quelque chose d'extrêmement important, aussi pour le modèle économique. Sur la question européenne, oui, en fait, nous, UPSA, si vous voulez, on a une politique... de présence, bien sûr, et surtout de co-construction. Donc, on travaille avec l'ensemble de l'écosystème institutionnel et politique. Tout d'abord parce qu'on est très transparent sur ce qu'on fait, on dit ce qu'on fait. On communique aussi sur nos engagements et on prouve qu'on a réalisé les engagements qu'on avait pris. Et donc, on travaille beaucoup avec l'ensemble des parties prenantes. Pour nous, c'est aussi dans notre ADN de se dire c'est cette co-construction qui est utile. On le fait à l'échelle du département, du Lot-et-Garonne. On le fait à l'échelle de la région, on le fait à l'échelle nationale et bien sûr européenne également.
Donc, et on essaie de donner de la visibilité à nos actions et de porter nos positions. Donc, mais encore une fois, on reste une entreprise de taille intermédiaire dans le paysage pharmaceutique. Voilà. Bien, vous avez remarqué, ça nous fait beaucoup réagir, tout ce que vous dites. Et nous allons pousser en avant les investigations sur un certain nombre de sujets, notamment la clause de sauvegarde. Je pense qu'il faut qu'on la regarde avec une attention renforcée, clairement. Et donc, voilà, et on voit bien que le sujet innovation dans le dépassement de l'enveloppe médicaments tel que prévu par le PLFSS peut peser d'un poids, j'allais dire, important en fonction de l'innovation qui sort d'une année sur l'autre aussi, et puis de l'intérêt, c'est-à-dire plus c'est intéressant, plus il y a de prescription, donc plus il y a de remboursement derrière. Donc voilà, donc tous ces sujets-là, à un moment où on est en pleine révolution, j'allais dire biotechnologique et biologique dans les thérapies, il faut qu'on regarde ça, parce qu'évidemment, ce sont surtout les médicaments matures qui sont en situation de pénurie, et pour le coup, leur service médicalement rendu pour un très grand nombre est incontestable. Si je puis me permettre d'ajouter très rapidement une dernière chose, c'est que notre engagement dans le projet de relocalisation, il s'est fait en contrepartie d'un moratoire sur les prix, puisqu'en fait, juste avant le Covid, en 2019, il était question d'avoir une baisse de prix sur nos médicaments, donc Dafalgan et Feralgan, et également les concurrents. Et que finalement, la crise Covid révélant les vulnérabilités que l'on connaît, cette baisse de prix, elle a été gelée, et en contrepartie, eh bien, il y a eu cette volonté de s'engager dans le projet de relocalisation. Donc on bénéficie d'un moratoire sur les prix jusqu'à fin 2024. Mais voyez bien qu'il y a une question qui se pose sur 2025, puisque si on veut pouvoir être dans des conditions économiques viables, il est bien évident que voilà, il faut réfléchir à la stabilité de prix au-delà de 2024, voire à une hausse de prix sur des médicaments comme le paracétamol. Il y a une vraie question qui se pose. On a vraiment innové, je dirais, d'un point de vue administratif. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement à saluer, puisqu'on a gelé une baisse de prix en contrepartie d'un engagement dans un projet pour la reconquête industrielle. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Sans prix. Merci, Madame la Présidente.